Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique. Voici les titres. Retour à Grand-Bassam, un mois après l'attaque terroriste qui avait fait 19 morts. Vous verrez que l'économie de la station balnéaire s'est effondrée, les hôtels sont quasiment vides, les vendeurs plus nombreux que les touristes. Le gouvernement promet une aide de 200 millions de francs CFA. Le Tchad, dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche, Idriss Déby, grand favori, espère remporter un 5e mandat. Les opposants dénoncent des irrégularités. Alors qu'à Djibouti, l'opposition, elle, dénonce également un hold-up électoral. Le président sortant a quant à lui remporté une victoire écrasante dès le premier tour, 86%. On en parlera avec notre invité, l'ambassadeur de Djibouti en France, Aïd Moussaïd Yahya. Et puis nous irons au Kenya où le plus célèbre caricaturiste du principal journal du pays, Gado, a été licencié. Il dénonce un retour de la censure dans ce pays. Vous verrez le reportage de nos correspondants à Nairobi. Et on va donc tout de suite à Grand-Bassam. Nous sommes retournés dans cette localité à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, un mois après les attaques terroristes. C'était un dimanche 13 mars. Avant l'assaut, le tout Abidjan passait ses week-ends en bord de mer, faisait vivre de très nombreux commerces de plage. La station balnéaire offre désormais un tout autre visage. C'est un reportage signé Anna Sylvestrener et Arnaud Froger. À Grand-Bassam, les maillots ont remplacé les cordons policiers. Mais les baigneurs ont encore du mal à revenir. Sur la plage, les vendeurs ambulants sont désormais aussi nombreux que les touristes. Un mois après le choc, Bassam paye au prix fort les attentats. Rien ne va, rien ne marche. Il n'y a personne qui vient sur la plage ici même. C'est beaucoup difficile. Les samedis, dimanches, je pouvais avoir 15 000, 10 000. Hier, je suis parti avec la pièce de 500 francs seulement dans ma poche. L'Étoile du Sud, un des hôtels frappés par les terroristes, a souhaité rouvrir tout de suite. Mais ici, comme dans tous les restaurants du bord de mer, les transats et les tables restent quasi vides. Le taux d'occupation est passé de 80 à 3%. Logiquement, à cette heure-là, à Bassam, à l'Étoile du Sud, quand on va à l'Étoile du Sud, on se bat pour les transats. Logiquement, on se bat pour les transats aujourd'hui. Tous les transats sont pleins. Donc, c'est les premiers arrivés qui ont les meilleures places, les meilleurs transats. Mais là, jusqu'à cette heure, on n'a personne. Ça veut dire que déjà, le choc est là. Les gens sont un peu hésitants. Mais bon, on a espoir. On va faire notre mise en place comme habituellement et puis espérer qu'ils viennent. Le gouvernement ivoirien a promis une aide de 200 millions de francs CFA pour aider Bassam. La sécurité a été renforcée, les policiers patrouillent. Les quelques clients présents veulent aussi aider la ville à se redresser. Il n'y a pas de raison de ne pas venir, tout est sécurisé. Moi je pense qu'il n'y a aucun souci. Hein. Je pense qu'en ne venant pas, les gens soutiennent plutôt même la cause des terroristes. Ce qui cherche à donner de la peur. Donc. Ici, personne ne veut oublier, mais à Grand-Bassam, un mois après l'attentat terroriste, hôteliers, habitants et artistes, tous sont décidés à se relever. Et puis on passe à la Somalie. Une attaque à la voiture piégée à Mogadiscio a fait au moins 5 morts, dont 2 enfants et 5 blessés. L'explosion s'est produite à proximité de la mairie de la capitale somalienne. L'attentat a été revendiqué par les islamistes Shebab qui multiplient les attaques de ce type depuis plusieurs mois. Et puis toujours en Somalie, ce lundi, à l'aube, un ex-journaliste somalien qui a rallié les Shebab a été exécuté. Il avait été condamné à mort pour avoir organisé l'assassinat de 5 de ses collègues entre 2007 et 2010. Internet est toujours coupé au Tchad au lendemain de la présidentielle. Idriss Déby, au pouvoir depuis 26 ans, brigue un 5e mandat face à 13 candidats. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, notamment dans la capitale N'Djamena où un important dispositif de sécurité était déployé. Les résultats ne seront pas connus avant 2 semaines. Dans le camp de l'opposition, on dénonce des irrégularités. Nicolas Germain. Au Congo-Brazzaville, les réseaux de télécommunications avaient été coupés pendant 4 jours lors de la présidentielle en mars. Au Tchad, c'est le même scénario depuis dimanche. Impossible pour les opposants de communiquer entre eux sur le déroulement du vote. Très vite, l'un des principaux opposants a dénoncé des fraudes. Ici à N'Djamena, par exemple, on a fait un achat massif de cartes de lecteurs. 20 000 francs, 25 000 francs, voire 50 000 francs la carte, on a acheté. Nous avons des témoignages. Donc c'est vous dire qu'il y a un budget très important qui a été mis en place pour la fraude. Mais tout cela n'aura pas raison du peuple tchadien. Idriss Déby est au pouvoir depuis 26 ans. Il brigue un 5e mandat. Le président sortant dispose de plus de moyens que les 12 autres candidats et il est apparu très confiant. À la classe politique d'accepter
de la manière la plus sincère et honnête possible le résultat des urnes, le choix du peuple. Idriss Déby est apprécié par les dirigeants occidentaux car l'armée tchadienne joue un rôle important dans la lutte contre les djihadistes, notamment au Nigeria et au Mali. Mais il est très critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. Le mois dernier, plusieurs leaders de la société civile ont été emprisonnés après avoir appelé à manifester contre celui qui dirige le Tchad depuis plus d'un quart de siècle. À Djibouti, au pouvoir depuis 17 ans, le président Ismaël Omar Guelleh a quant à lui été réélu vendredi pour un 4e mandat avec plus de 86% des voix. Le premier candidat de l'opposition, Omar El Kéré de l'USN, arrive quant à lui loin derrière avec 7% à peine. L'Union africaine a salué une élection crédible, même si elle a noté une série d'irrégularités. On va parler de ce scrutin avec l'ambassadeur de Djibouti en France, qui est notre invité, Aïd Moussaïd Yahia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, Ismaël Omar Guelleh, réélu pour un 4e mandat. En 40 ans d'indépendance, le pays n'aura connu que 2 présidents. Est-ce que ce n'est pas un peu peu pour un pays qui se veut démocratique? Non, pas du tout. 40 ans, ça n'a fait qu'une seule génération. Nous avons eu 2 présidents, mais il faut également rappeler que nous sommes le dernier pays à avoir obtenu l'indépendance en Afrique. Si vous regardez comparé aux pays européens, il ne faut pas nous en vouloir. Regardez par exemple la chancelière, elle a 16 ans au pouvoir. Le président, il en a 17 ans. Donc, ce n'est pas les nombres de mandats qui comptent, ce sont les acquis qui, chaque jour, viennent améliorer le quotidien des Djiboutiens. L'opposition, de son côté, dénonce un hold-up électoral. Elle affirme qu'elle n'a pas eu les mêmes chances que le parti présidentiel pour faire campagne, qu'elle n'avait pas les mêmes moyens pour faire campagne et que donc c'était perdu d'avance, en quelque sorte. Perdu d'avance, vous venez de citer le Tchad, alors que on n'a pas encore donné des résultats, que l'opposition crie au loup. C'est de la même façon, vous ramènerez les Suisses pour organiser les élections dans un pays africain, l'opposition aura toujours quelque chose. Mais croyez-moi, cette fois-ci, l'élection qui a eu lieu à Djibouti a prouvé la maturité du peuple djiboutien. Nous avons eu 6 candidats, quelque chose que nous n'avons jamais eu auparavant. Une partie de l'opposition a boycotté tout de même ce scrutin. Non, c'est une minorité. C'est une minorité. À l'intérieur de l'USN, Union pour le salut national, il n'y a qu'un seul parti qui a été mis en minorité par l'USN en totalité et qui a voulu boycotter. Mais le taux de participation est de 70, quelque chose à Djibouti. Alors ça c'est pour ce qui concerne la vie politique. Il y a de côté droits de l'homme également. Il y a de nombreux rapports qui font état de torture, d'arrestations politiques qui se multiplient. Il y a eu dernièrement, en décembre dernier, ce qui a été appelé le massacre de Balbala, la police qui a tiré à balles réelles contre une manifestation. Là, est-ce qu'il n'y a pas un manque de maturité du côté des autorités et particulièrement des forces de l'ordre? Non, je ne pense pas qu'il y ait un manque de maturité. Vous avez utilisé le mot massacre. Je suis désolé, ce n'est pas un mot que j'utiliserai. Hein. Certains parleront même de génocide, hein, quand vous avez quelques morts. Nous le déplorons. Il y a eu des morts, l'État l'a reconnu, il y a eu 7 morts. Selon les droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, il y en aurait eu plutôt 27. Les droits de l'homme, c'est la LDDH qui l'a fait. Le secrétaire général de la LDDH fait partie de l'opposition. Il a été le porte-parole il a travaillé dans l'opposition. Il est porte-parole d'un des candidats de l'opposition. Donc nous ne pouvons pas mélanger tout. Hein. Et on ne peut pas être à la fois juge et parti. Parlons du futur de Djibouti. Alors, il y a des chiffres importants. La croissance est bonne, 6% de croissance, mais pourtant, ça ne touche pas encore l'ensemble de la population. Il y a 60% de chômage, 79% des Djiboutiens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté relative. Que va faire le président lors de ce 4e mandat pour changer la donne? Vous savez, le président de la République, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, s'est attelé à cette tâche. Djibouti, nous avons eu l'indépendance en 1977. Nous avons eu ce rocher nu, où il n'y avait rien. Il y avait un seul lycée, 3 bacheliers, un universitaire. Nous arrivons aujourd'hui à 3000 bacheliers par an, 1000 universitaires. Nous n'avons pas de pétrole, malheureusement. Mère Nature ne nous a pas beaucoup gâtés. Mais nous avons eu, grâce au bon Dieu, cette location géostratégique. Alors nous l'utilisons. Nous l'utilisons comment? Par appeler les investisseurs internationaux. Et là, nous avons de plus en plus d'investisseurs internationaux à Djibouti. Quand je dis Djibouti est en chantier, les fruits de la croissance sont longs. Ça prend beaucoup de temps. Mais nous y travaillons et le mandat qui va commencer très bientôt s'y attellera, surtout les logements sociaux, la jeunesse. Je vais vous dire une chose. Nous avons 800 000 habitants. Ces 800 000 habitants, nous avons par exemple la couverture médicale universelle qui est prise complètement
par l'État, les hôpitaux, l'éducation, nos boursiers. Donc Djibouti est en chantier. Djibouti est en chantier. On va patienter, on va regarder comment ça se passe. Je voulais juste terminer avec un mot sur ces femmes en France, ces femmes d'origine djiboutienne qui font une grève de la faim. Elles dénoncent des viols qui ont été commis dans les années 90, disent-elles, par des militaires. Est-ce que vous les avez rencontrées ? Madame, nous sommes en 2016, c'est-à-dire 23 ans après. Vous avez quelques dames qui crient à Paris. D'abord, il faut se poser la question, puisque nous sommes dans un pays cartésien, pourquoi maintenant ? Qui sont-ils ? Madame Aïcha Dabale, que vous avez montré à l'image maintenant, est l'épouse de M. Kadhaami. Kadhaami qui a tué sur une ambulance au mois d'octobre 2015. C'est Dr Jekyll de Mr Hyde. C'est comme si vous me disiez, la femme de Pablo Escobar est la présidente de la lutte contre la drogue. C'est incroyable. Si il y a eu, mais il y a à Djibouti des autorités compétentes. Il faut toucher ça aux autorités compétentes. Sinon, il y a les systèmes des Nations Unies. Djibouti est membre de la Commission des droits de la femme. Nous avons fait beaucoup de choses pour la femme. Alors aujourd'hui, qu'on vienne nous raconter cela à Paris, au moment, et par qui ? Par Madame Kadhaami. Donc, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'être venu dans le Journal de l'Afrique pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va aller au Kenya à présent. Le surnomme Gado, le plus célèbre caricaturiste du pays, vient purement et simplement d'être licencié. Ses dessins, publiés dans le principal journal du pays, étaient pourtant devenus un emblème de la liberté d'expression. Le dessinateur dénonce un retour de la censure orchestré directement par la présidence. Regardez le reportage de notre correspondant Duncan Woodside avec Thaïs Brook. Gado est une véritable institution au Kenya. Ses caricatures publiées dans le journal privé The Nation ont rythmé le quotidien des lecteurs pendant près d'un quart de siècle. Dans ce dessin, il fait référence au conte d'Andersen, qui se moque d'un empereur déconnecté de son peuple. Ça, c'était en janvier l'année dernière, lorsque j'ai comparé le président Uhuru au roi nu. Mais son contrat avec le journal n'a pas été reconduit. Il estime que cette décision a été prise sous la pression de la présidence. Ça, c'est sûr que les pressions ont eu l'effet voulu, que la pression a fonctionné. Cette administration tente de revenir sur les progrès que le Kenya a réalisés. Il n'est pas le seul à avoir quitté le journal cette année. Un rédacteur en chef ayant critiqué Uhuru Kenyatta dans un édito a aussi été remercié. Le journal assure que ces départs étaient prévus et que cela n'a rien à voir avec une quelconque pression des autorités. Ces départs de salariés de The Nation sont tout simplement une question de ressources humaines. Dans certains cas, ce sont les contrats qui ont pris fin. Dans d'autres, les missions ont été réorganisées. La présidence assure qu'elle n'exerce aucune pression sur les médias privés du Kenya. Ces allégations sont insensées. Nous vivons dans un pays où la liberté d'expression est acquise. Nous avons certainement les médias les plus libres du continent africain. Gado ne l'a pas mal pris. Il a reçu des propositions d'emploi, dont une émanant d'une agence de presse internationale. Son dernier dessin est une caricature du président ougandais Museveni. Il fait le cauchemar de subir le même sort que le Libyen Muammar Kadhafi. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.